Je vous dis, faites demi-tour, merde. Ferme ta gueule. Perruque, mon Dieu. Faites vite, ma femme est enceinte, elle ne se sent pas bien. Eh ben gros, t'as dormi là ou quoi? Un jour, il faudrait quand même que je me fasse une compilation des chansons, des musiques qui étaient déjà, je pense, complètement ringardes à leur époque. Du style celle-là. Vous avez songé à vous marier? 1, 2, 3 et 4. 3 et 4 comme ça? C'est ça, non? Lorsque je regarde La Chèvre, je me dis à chaque fois que c'est sans doute celui que je préfère de la trilogie, oui, la trilogie, Weber, Depardieu, Pierre Richard. Car après tout, La Chèvre, c'est le film qui est le plus équilibré des trois. Il est rempli de gags, mais il y a aussi une certaine tendresse. Notamment lorsque le regard de Campana se pose sur celui du personnage de Pierre Richard, François Perrin, au moment où il lui dit les yeux dans les yeux, « Dites-moi honnêtement, est-ce que vous pensez que je ferais un bon détective privé ?» Dites-moi franchement, Campana. Mais alors très franchement. Est-ce que vous me trouvez doué pour ce métier? Et que Depardieu prend bien le temps de lui répondre « Oui ». Oui. Un oui très sincère dans le sens où il ne veut pas lui faire du mal, et évidemment, il ment. Mais il ment parce qu'il ne veut pas lui faire du mal, justement. Donc, il y a une forme de sincérité dans ce oui alors qu'il ment. Ce qui est très fort. Puis quand je regarde les compères, je me dis que c'est celui-là que je préfère parce que c'est le plus drôle des trois. C'est celui qui est le plus chargé de gags. Il est plus rythmé. J'aime le fait que les deux personnages partent cette fois-ci à égalité. Je suis content de vous avoir rencontré, c'est moins pénible à deux. Oui, c'est bien que nos fils soient copains. Ce sera plus facile pour les ramener. Ce sont deux pères, en tout cas c'est ce qu'ils pensent, qui cherchent le même fils et qui doivent s'entraider, mais rien ne les y oblige par leur métier. Même si je n'ai pas la même émotion autour de cet enfant que je l'ai eu dans le premier et surtout dans celui-là, Les Fugitifs, c'est le film le plus drôle, donc je me dis qu'en termes de comédie, c'est forcément celui que je préfère. T'as encore faim, toi? T'as foutu un coup de boule? Puis quand je regarde Les Fugitifs, je me dis que c'est celui-là que je préfère. Comme souvent avec les numéros 3 des bonnes trilogies. Oui, c'est une trilogie. Dans le numéro 3, on propose souvent quelque chose de moins burlesque, de plus sentimental, qui se rapproche un peu plus du rythme du 1, plus posé, en comparaison évidente avec la meilleure trilogie qui soit, Les Retours vers le futur, où le 1 est un film complet, le 2 est un film bien plus débridé, bien plus rythmé, mais beaucoup plus lourd aussi et peut-être plus indigeste en termes de péripéties, et le 3 est tout posé, voire romantique. Mais c'est parce que le 2 a été survitaminé que le 3 peut se permettre de se poser un peu. Exactement la même chose que dans cette trilogie, La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. Merci pour tout. T'en vas pas. Et encore une fois, pardon pour... Vous savez ce qui serait formidable? C'est que vous restiez un tout petit peu avec elle. Quoi? C'est la première fois qu'elle demande quelque chose depuis 3 ans, quelques heures seulement. Mais ça va pas, t'es malade ou quoi? Car Les Fugitifs est très touchant, tout en réussissant à être très drôle lorsque le film le souhaite. Il a avalé la baballe en jouant. Ça va, monsieur Martin? Faut aller, mon petit Georges. Bonjour à tous, bon retour à vous sur Nienko TV et bienvenue aux nouveaux arrivants. Aujourd'hui, on va conclure avec la trilogie. Oui, la trilogie. La Chèvre, Les Compères, Les Fugitifs. On en a déjà fait 2 vidéos sur les 2 premiers et il était temps qu'on conclue. On est parti. On a déjà parlé longuement de la carrière de Francis Weber sur la vidéo de La Chèvre, de sa participation au scénario du Grand Blond, les deux, d'où sa rencontre décisive avec Pierre Richard, de sa première réalisation avec Le Jouet en 76, avec Pierre Richard qui avait choisi ce projet plutôt que L'aile ou la cuisse en duo avec Louis de Funès, mais le film n'a pas réussi autant que Weber l'aurait voulu, même pas au niveau des réceptions critiques, mais ça bon, c'est normal. Et il a mis plusieurs années à se refaire confiance pour faire un nouveau film qui sera La Chèvre et ses 7 millions de spectateurs. Un véritable carton. Un type me traite d'abruti, je ne conne pas, je le regarde et je m'en vais. Eh ben tire-toi alors. Je ne reviendrai pas sur ce tournage très compliqué de La Chèvre et si vous voulez en savoir plus, je vous renvoie vers la vidéo dédiée que vous trouverez
ici, mais est venu légitimement après Les Compères, 3 ans après, et c'est 5 millions de spectateurs, toujours avec la même équipe. Et voici 3 ans plus tard, Les Fugitifs, le film qui marquera, hélas, et ce n'était pas prévu, la fin de la collaboration entre Pierre Richard et Francis Weber, après 4 films tournés ensemble, voire 6 si on compte Le Grand Blond, mais qui n'est pas réalisé par Weber. Et en ce qui concerne Depardieu et Weber, il faudra attendre 15 ans pour qu'ils tournent ensemble, et Pierre Richard Depardieu, c'est leur dernier film qu'ils tournent tous les deux. T'es un connard, toi. Bon, bah j'y vais, moi. Merci pour tout. Donc ce film sent la fin d'une époque. Et c'est triste. Les raisons de cette séparation, on en a parlé dans la vidéo sur le dîner de con, mais je vous la rappelle très brièvement. Dès l'écriture des Fugitifs, déjà, il y avait un souci pour Weber pour écrire ce film qui a pris plus de temps que prévu. Ça a pris 10 mois pour écrire cette histoire, car il voulait partir pour ne pas laisser le public sur des bases différentes. Tout le monde là-bas. Chantez tout le monde. Lancez-moi ça vite. Sur un film tragico-comique, avec Pierre Richard, pas coutumier du fait. Pour la simple et bonne raison que déjà il voulait pas lasser, mais surtout qu'il s'ennuyait ou qu'il a fait une espèce de petite dépression du succès en se disant bah si celui-là il fait encore 5 millions d'entrées alors que je fais la même chose qu'avant ou que je me prends pas la tête, bah je vais en avoir marre et je vais avoir envie de faire autre chose. Car Francis Weber il sait tout faire. Il sait écrire des films, il sait les réaliser parce qu'il les écrit lui-même, ça aide beaucoup. Il écrit même des pièces de théâtre. C'est un homme à tout faire, Francis Weber, dont j'admire profondément la carrière. Autant Gérard Houry était le grand réalisateur-auteur des années 60-70, autant Francis Weber l'était dans les années 70-80. Et 90 si j'intègre le dîner de con, bien évidemment. Donc cette fois-ci, il va vouloir émouvoir, ce qui implique un travail d'écriture profondément différent. Notamment dans ce film, et même avant, moi je dois dire que même dans La Chèvre, sur le personnage de Lucas, Campana et Lucas, là encore, il y a peut-être moins surpris, mais il y a toujours une émotion. C'est un type, bon, ce type qui est presque monolithique comme ça, qui apparemment a une apparence de bande dessinée, il a une émotion. Et c'est ça, moi, c'est déjà dans La Chèvre, quand Campana regarde Pignon voilà, se planter, il y a quelque chose. Et Francis Weber avait également enregistré que l'humour, en termes de comédie au cinéma français, était également en train de changer. Il y a le rire, bien sûr, parce qu'ils sont tous les deux, mais il n'y a pas que le rire, et le rire vient d'autre part, cette fois. La seule évolution que j'ai eue, moi, depuis que j'ai écrit Le Grand Blond avec une chaussure noire, c'est que je me suis attaché à faire un comique qui parte du cœur, alors qu'avant, je faisais un comique qui partait des péripéties. D'où les films plus mécaniques que je faisais dans le temps, et puis maintenant, je me suis rendu compte qu'avec les mouvements du cœur, on pouvait faire rire autant, et que c'était un rire plus chaud. Je sais pas si c'est clair, c'est-à-dire que c'est plus chaleureux tout bête. C'est une tradition entre les trois. Avant chaque nouveau film, ils se réunissent plusieurs jours, en huis clos, pour se mettre dans l'ambiance du film, répéter, prendre le tempo du film. Et c'était l'occasion, surtout pour Depardieu, de faire une petite cure d'amaigrissement parce que Francis Weber trouvait qu'il était déjà, à l'époque, en train de prendre du poids. Bon, même si on ne se connaissait pas, le premier film La Chèvre, on était partis à Quiberon ensemble pour justement se voir le matin, voir comment répéter, se connaître, en fait. Se connaître, quoi. Ça évite, parce que ce qui se passe sur un plateau, c'est tellement la guerre, et c'est tellement rapide qu'il vaut mieux avoir des stratégies sur la table plutôt qu'en direct sur un plateau où on dépense des fortunes colossales. Alors on en est loin de là où il en est aujourd'hui, mais ça servait à rien parce qu'il mangeait en cachette. Et Pierre Richard aussi. Les deux ensemble, c'est pas évident de les gérer. Mais durant cette phase de préparation, il y a une scène qui ne convainc pas Francis Weber. Celle où Depardieu se fait tirer dessus dans la jambe, encore une fois, comme dans La Chèvre d'ailleurs, un petit clin d'œil, et qu'il doit se faire soigner par un médecin, alors qu'il y a déjà une autre scène de médecin plus tard dans le film, où cette fois-ci il faut soigner la petite Jeanne. Et c'est là que l'idée du vétérinaire va intervenir. Ce qui va faire mourir de rire la propre femme de Francis Weber, qui au moment où il va écrire l'histoire de la babale, du chien qui a avalé la babale, elle va être morte de rire en disant « Mais tu peux pas écrire ça !» Mords-moi ça. Emmène-moi d'ici. Emmène-moi d'ici. Ah! Faudrait mieux le piquer. Et qui de mieux que Jean Carmet, suggéré très fortement par Pierre Richard qui le connaît bien, pour avoir tourné avec lui dans Les Deux Grands Blonds par exemple, pour incarner ce rôle-là. Il y a 3 cadavres chez toi. Tu t'es venu pour te tuer, il y a 3 cadavres chez toi. Qu'est-ce qui t'arrive encore? Le tournage de cette scène sera d'ailleurs une catastrophe à tourner pour Francis Weber, qui, pour une des rares fois, va devoir sévir et jouer au professeur pour avoir le calme et le sérieux sur son plateau. Le plateau avec Carmet, Depardieu et Pierre sur Les Fugitifs,
ça a été un cauchemar. J'ose à peine vous raconter pourquoi d'ailleurs. Ça peut éventuellement choquer le public, mais c'est à la fois enfantin et compréhensible parce que c'est une façon, sans jeu de mots, d'évacuer sa peur. Et c'était des concours de paix, vous voyez, quand je parle d'évacuer sa peur. Mais c'est insupportable. C'est-à-dire qu'ils n'arrêtaient pas de se péter les uns et les autres sous le nez. Et à un moment donné, Depardieu était couché sur la civière au moment où Carmet était censé être le vétérinaire. Et pardonnez-moi ces détails, mais c'est historique. Carmet se pétait dans les doigts et le mettait sous le nez de Depardieu comme ça immédiatement. Carmet pétait, effectivement. L'autre était assis. Comme Carmet était debout, il était à la hauteur. Alors, Gérard protestait. Alors, on coupait, on recommençait. Et finalement, même sans se rendre compte de ce qu'il disait, Francis, dans sa rage, il lui dit « Arrête !» à Carmet de faire le con et tout ça. Et pendant qu'il lui disait ça, Carmet pétait. Pendant qu'il l'engueulait sur ça. Et Francis, dans un énorme mouvement de colère, s'est dit « Arrête de péter quand je te parle ». Qui lui dit « Mais c'est drôle maintenant, mais au premier degré, toute l'équipe était là. » Et il a dit cette chose énorme « Arrête de péter quand je te parle ». Comme quoi, les flatulences de Jean Carmet sur la soupe aux choux, il n'a pas dû beaucoup se forcer pour jouer cette scène-là. Concernant le vrai médecin du film, il est suggéré à Francis Weber, Michel Blanc, un choix qui séduit Francis Weber dans l'idée. Il y a une nouveauté aussi, je trouve, moi, c'est en partie aussi grâce à lui, c'est que les familles de cinéma qui vivaient très cloisonnées, très séparées, ça devient plus œcuménique, ils commencent à se réunir. J'en veux pour exemple l'histoire de Michel Blanc. J'avais écrit un rôle de médecin dans mon film. Oui, c'est formidable. Là. Oui, mais il y a quand même 2 nuits à faire, donc c'est pas une prestation, c'est pas une visite, c'est pas un guest, un invité. Oui. Et tout à coup, on me dit pourquoi pas Michel Blanc. Michel Blanc venait d'avoir la Palme d'Or, le prix d'interprétation à Cannes. Je dis mais vous êtes fou, il va pas faire 2 jours dans un film. Mais ce dernier pense que l'ancien membre du Splendide ne sera pas intéressé par un simple rôle de 2 minutes. Surtout qu'il venait d'avoir le prix d'interprétation à Cannes pour son rôle dans Tenue de soirée. On donne le script à lire à Michel, il donne le script à lire à Michel, qui appelle et qui dit « je le fais gratuitement ». Parce que je ne veux pas me faire payer pour ça. C'est un invité, quoi, oui, dans la notion américaine. Il y a un gros travail. Mais oui, bien sûr. C'est pas pour dire bonjour, au revoir, il fait une vraie scène et il a souffert pour la faire. Oui, hein? Oui. Il est venu, il a fait son truc, il a dit écoutez, ne me mettez pas au générique parce que je ne veux pas qu'on serve de moi pour les obligations publicitaires, mais je suis tellement heureux d'entrer dans votre famille. Et c'était le mélange de familles. Le Splendide qui est arrivé pour nous. Parce que moi, je travaille jamais avec ces gens-là. Oui, absolument. Et il est venu chez nous. Ce qui me fait penser qu'on va se pencher cette année, sûrement vers la rentrée, sur quelques films réalisés par Bertrand Blier, dont Tenue de soirée. Le tournage se passe dans un climat de confiance avec ce trio qui se connaît par cœur, chacun étant aux petits soins de la petite Jeanne entre les prises. En effet, les 3 se connaissent et ont l'habitude de travailler ensemble, et ne sont plus étonnés de devoir enchaîner les prises entre 20 et 25 fois par scène pour avoir le résultat juste, pour Francis Weber, qui a déjà les intonations et les répliques du film en tête, puisqu'il les a écrites lui-même. La musique de Francis, elle est tellement précise qu'elle se joue à la virgule près. Et donc moi, j'aime énormément ça. Ah oui, justement, alors, sur ces prises, bon, vous êtes, contrairement à ce qu'on pense, Pierre, vous n'êtes pas un acteur d'instinct. Je crois que vous aimez plutôt, vous, beaucoup de prises. Mais j'ai appris à aimer. Ah oui? Et j'ai appris à goûter ça. J'ai appris à la plupart du temps, toutes les prises que retient Francis sont les dernières. Donc il a bien fallu que je me rende à l'évidence. Oui. Valait mieux que j'en fasse 25. Avant, je me braquais à la 5e. Ça devenait une sorte d'abord de complexe. Tiens, bon, bah, je suis mauvais. Après, c'est j'y arriverai pas. Après, c'est il commence à nous emmerder, parce que lui, c'est pareil. Voilà. Et alors, des fois, au début, on pensait l'avoir en affichant une sérénité à la fin d'une prise. Il faisait couper. Et on se disait, avant qu'il parle, elle est formidable, celle-là. Oui, mais on était bien. On était bien, là. À sa sortie, un tout petit peu moins de 5 millions d'entrées, presque autant que les compères, donc nouveau succès qui va définitivement blaser Francis Weber, qui avait déjà écrit un scénario pour le cinéma américain en 1982 et qui sera invité officiellement à aller travailler aux États-Unis à partir de 1986. Une expérience peu évidente où il réécrira des scénarios jugés incomplets et où il réalisera le remake des Fugitifs, un remake assez bon à vrai dire, mais pas avec la même tendresse que Depardieu Richard autour de cette petite fille. Mais ce départ de Francis Weber aux États-Unis va coïncider avec le creux de la vague que va vivre professionnellement Pierre Richard, pour qui les années 90 vont être plus difficiles à vivre, jusqu'à devenir un second rôle de luxe dans les années 2000. En plus, j'ai beaucoup de mal à trouver des comédies.
Francis va partir, je vais vraiment être, du point de vue de la comédie, un orphelin. J'ai plein de projets pour les années qui viennent, enfin j'ai des projets, mais aucun ne sont des comédies. Je vais être obligé de l'attendre. Je connais Quand il va revenir, je vais être un vieillard. Pierre Richard, qui aurait bien repris son rôle de François Pignon dans Le Dîner de Cons, ça avait été envisagé, qui retrouve même Depardieu, qui aurait dû jouer à Pierre Brochand. Mais Depardieu, lui, était toujours au sommet, était très demandé, était très fatigué, n'avait pas envie, n'avait pas l'énergie. On en a parlé sur la vidéo du Dîner de Cons. Si vous voulez la regarder, elle est là. Mais c'est Jacques Villeray qui aurait été choisi parce qu'il avait déjà joué la pièce de théâtre, ce qui est logique. Et Pierre Richard va mal vivre cette mise à l'écart, entre guillemets, de son propre personnage, puisque je pense que ça aurait bien relancé sa carrière de premier rôle de jouer dans Le Dîner de Cons. Oui, moi qui me suis toujours complu au fond de la classe, près du radiateur, avec les cancres de mon espèce, et voilà tout à coup qu'on me demande de paraître devant mes pairs, moi qui n'ai jamais été qu'un impair. Il aura toujours cette petite blessure de ne pas avoir réalisé les grands films qu'il souhaitait sans doute réaliser. Il en a été autrement. Voyons voir maintenant ce que Les Fugitifs a dans le ventre. Qu'est-ce qu'elle a, ta perruque? Déjà, de quoi parler Fugitif pour ceux qui ne l'auraient pas vu? Oui, c'est un grand casseur, un type qui est un spécialiste du braquage de banque, qui est Gérard, qui sort de prison, il vient de faire 5 ans. Oui. Et quand il sort, on comprend que c'est fini pour lui, il ne veut pas replonger. S'il replonge, c'est pour la vie, il ne veut pas. Il entre dans une banque pour ouvrir un compte, c'est la première fois qu'il entre honnêtement dans une banque. Il est content, il est serein, il est paisible, parce que la porte de la banque s'ouvre à la volée, et Pignon, Pierre Richard, entre avec un bas de femme sur la figure et crie les mains en l'air, tout le monde, c'est hold-up. Alors, faut dire qui est Pignon, hein, c'est un ringard. C'est un ringard, c'est un homme qui a perdu son travail 3 ans avant, qui a tous les problèmes du chômage, qui a un autre problème, c'est qu'il a une petite fille à charge, parce qu'il est veuf. Donc c'est un type qui est malmené par la vie, et très paniqué et très maladroit. Il est aussi peu fait pour faire un hold-up que Gérard pour danser des pointes. Il prend Gérard Depardieu, il prend le gangster. À la stupéfaction des flics, évidemment. À la stupéfaction des flics, ils ne veulent pas croire une seconde qu'il n'est pas dans le coup. Et tous les quiproquos, toutes les péripéties viennent du fait qu'un chômeur maladroit prend sans le savoir un gangster dangereux en otage. Déjà, il faut souligner le travail impeccable, encore une fois, de Vladimir Cosma, le compositeur du film, qui va cette fois-ci proposer une partition qui est, à l'image du film, un peu plus nostalgique, un petit peu plus dramatique, légèrement dans le fond, plus mélancolique que d'habitude. Prenez par exemple la scène d'intro où Depardieu sort de prison, qui est extrêmement bien réussie d'un point de vue réalisation et écriture. Vous remarquerez déjà que si on reste sur la musique, quand on regarde le film, le vrai thème principal du film commence à la seconde où il sort de prison, où il est devant les portes à l'extérieur de la prison. Jusque là où il passe toutes les pièces de sa cellule jusqu'à la sortie, on a un thème qui est très léger, qui est juste là pour marquer son acheminement vers la sortie, mais la musique commence vraiment quand il sort. Pour montrer qu'il est dehors et que c'est une vraie libération au sens propre pour lui. Et quand on le voit passer de porte en porte, de sa propre cellule jusqu'au vestiaire, en passant toutes les étapes de sécurité jusqu'à la sortie, c'est pour montrer à quel point ce personnage revient de loin. C'est quelque chose qui est suggéré dans l'écriture du scénario, sans aucune ligne de dialogue, ce qui aurait beaucoup plu de Funès au passage. Et on aurait pu le voir sortir simplement de la prison depuis l'extérieur sans voir tout ça, mais on aurait perdu énormément en impact. Car le voir sortir de pièce en pièce, en filant bien droit, en attendant patiemment qu'on lui ouvre toutes les portes, ça montre sa détermination à filer droit. C'est une métaphore, cette introduction. Ça montre que le personnage a envie maintenant de s'en sortir et de vivre une vie honnête. Tu vas te ranger? Oui, je veux pas finir ma vie en tôle, ça vous étonne? Oui, vous dites tous ça, puis un jour vous avez des fourmis dans les doigts en passant devant une bijouterie ou une banque et on recommence à rigoler. Ce qu'il dira verbalement avec des mots au commissaire qui l'attend dehors, mais on avait déjà compris ça avant même qu'il se parle. Et cette relation avec le commissaire est très intéressante. Celui qui l'a arrêté il y a 5 ans veut lui proposer un café, parce qu'il se méfie peut-être du fait qu'il va sûrement ne pas se ranger et continuer parce qu'il estime que c'est un cercle vicieux qui va forcément recraquer. Ça en est presque drôle d'ailleurs, où il dit « déposez-moi dans une bijouterie », puis « déposez-moi dans une banque », et où le chauffeur de la voiture se dit à juste titre « ce serait con qu'il braque une bijouterie avec nous comme chauffeur ». Il va tout de même pas la braquer? Je pense pas, non, il est dingue, mais pas à ce point. Non, parce que ce serait con qu'il braque une bijouterie avec nous comme chauffeur.
C'est drôle sans être hilarant, mais c'est juste. Et d'habitude, on ne commence pas les films de cette trilogie avec un des personnages principaux. Dans le premier, on commence avec la fille qui va disparaître. Dans le deuxième, on commence avec le fils qui va fuguer. Les objets de la recherche du film, en fait, là, on commence avec Depardieu. C'est différent. Et on le sent dès l'entrée. J'adore ce début de film. J'étais sérieux tout à l'heure, je veux vraiment me ranger. À première vue, je dirais 80 000. Ça va, faites-moi un chèque, merci. Et maintenant, je vais à la banque, vous pouvez me déposer? Et quelle entrée du personnage de Pierre Richard, qui est complètement en détresse. Alors certes, c'est drôle quand il essaie de découpiller sa grenade et que ça dévoile son visage. J'ai une grenade! Attention, je la découpille! Mais c'est une petite lueur de comique dans une scène qui est dramatique et qui part du dramatique. Ce qui se passe est grave. Mettez l'argent là-dedans, vite! Là aussi, cette scène est super bien écrite et très importante parce que tout le film y est. Pierre Richard ne sait pas ce qu'il fait et il est en détresse et ça se voit sur son visage et dans ses yeux. Il choisit la voie de la délinquance alors que Depardieu essaye d'en sortir. Cette rencontre, alors qu'ils sont seuls tous les deux quelque part dans leur vie, c'est bien plus touchant que les deux premiers où la rencontre est soit au hasard, soit un peu forcée. Ça se voit aussi dans le regard de Depardieu, qui regarde ce braqueur avec son regard d'expert et qui sait d'entrer en regardant l'horloge que c'est déjà trop tard. On sait qu'il s'y connaît, c'est pas pour autant qu'il va l'aider, parce qu'il reste droit dans ses bottes. C'est génial. C'est un bijou d'écriture ce film. Et un bijou de réalisation, parce que je suis très admiratif de comment les messages passent, la plupart du temps, sans dialogue. La banque est cernée. Sortez les mains en l'air. Il ne vous sera fait aucun mal. Et comme il faut imposer aux deux personnages de rester ensemble malgré tout, alors que rien ne les y oblige cette fois-ci, c'est ce qui a entraîné une complexité d'écriture du scénario qui pourtant est d'une fluidité exemplaire. L'un des meilleurs que j'ai lu. Enfin, je l'ai pas lu. L'un des meilleurs que j'ai vu. Dans le premier, ils sont payés pour travailler ensemble. Ils pensent chercher leur fils. Donc ils se disent qu'à deux, c'est plus facile. Venez avec moi, vous. Tu pourrais pas en prendre un autre? Comment? Vous n'avez aucune chance. Rendez-vous. Oh, bordel de merde! Qu'est-ce qu'ils foutent, mon Dieu? Mais ici, ils sont limite adversaires, braqueurs, otages. Comment les contraindre à travailler ensemble et à rester ensemble? Ça passe par une multitude d'étapes qui font que c'est hyper juste. Parce qu'à plusieurs moments, Depardieu aurait pu le balancer dans la rue et s'en foutre complètement. Arrête tes conneries, Lucas! Mais dis-leur, merde! Quoi? Mais que je suis l'otage, bordel! Oui, vous êtes l'otage, quelle drôle d'idée! C'est pas moi qu'on a dit leur à eux, on va se faire descendre! Ça commence avec la prise d'otage au hasard. Mais la grenade qu'il ne faut pas lâcher est hyper importante parce que s'il n'y avait pas la grenade, ça aurait été facile pour Depardieu de désarmer Pierre Richard. Excusez-moi, je me sens pas très bien. La grenade! La lâche pas, bordel! La lâche pas, je suis désolé, j'ai les jambes qui... Mais fais pas le con, mon Dieu, ils vont me tirer dessus! Puisqu'il était en train de s'évanouir. Mais c'est la grenade qui fait qu'il doit rester collé à lui pour pas sauter, tout simplement. C'est hyper bien vu. Après, il y a les flics qui tirent dessus sans savoir pourquoi. Un peu un sujet d'actualité. Alors commencez pas à m'emmerder là avec vos mais t'es de gauche à dire ça. Non, on fait pas de politique ici. C'est juste un sujet brûlant d'actualité et je veux pas faire de politique ici. Mais pour le coup, la police tire pour rien, ce qui met Depardieu dans la merde et qui a peur pour sa vie. Vous êtes dans l'ordre de tirer. Du rock, écoute, bordel! Dernière sommation. Sors les mains en l'air ou on tire. Fais pas le con du rock ou tu l'otage, tu m'entends? C'est pour ça qu'il se cache avec Pierre Richard sous la voiture, alors qu'il n'y est pour rien. Après, Pierre Richard tire dans la jambe sans faire exprès de Depardieu, ce qui fait que Depardieu tombe dans les vapes et qu'il faut le soigner. Où la première, là? Attendez. Pardon. Puis, Depardieu veut ramener Pierre Richard en prison chez les flics, mais là, comme il veut pas se laisser faire Pierre Richard parce qu'il a sa fille, il inverse les rôles en disant que c'est Lucas, le braqueur de banque, qui a tout organisé. Les mains en l'air, tous les deux! J'ai rien fait, moi, c'est lui qui a tout organisé, arrêtez-le, c'est lui! Les mains en l'air, j'ai dit! Qu'est-ce que tu viens de dire, là? Je vous avais prévenu, je veux pas aller en prison. Ce qui est logique de croire pour les policiers. Du coup, Depardieu devient cette fois-ci une cible, et ils sont obligés de fuir. C'est super bien vu, parce que c'est normal que Depardieu essaie de balancer son ravisseur alors qu'il y est pour rien et qu'il veut vivre sa vie tranquille. Et il veut pas, au bout de 5 minutes, être pris en chasse par les policiers alors qu'il vient faire 5 ans de prison. Puis Depardieu va lui dire d'aller se faire des faux papiers chez un ami, en tout cas il pensait que c'en était un, même s'il a pas vraiment d'amis. Quoi?
Je veux passer les barrages d'abord et puis la frontière. J'ai besoin de faux papiers. Je sais pas à qui m'adresser, je ne sais rien. Vous connaissez tout ça, vous, il faut m'aider. Crève. Chez la Bible, qui va prendre Pierre Richard en otage parce qu'il pense qu'il a de l'argent à se faire. T'es marrant. Tu diras à Lucas qu'on veut 500 000 francs, sinon on te balance aux flics, enfoiré. Et Depardieu est obligé de fuir le vétérinaire parce qu'il y a un policier qui arrive et qui l'identifie. Mais malgré tout, il va vouloir sauver le père pour qu'il puisse récupérer sa fille. Et de péripétie en péripétie, Depardieu va s'attacher à ces deux-là, qui sont complètement paumés. Vous savez pourquoi j'ai fait sold-up à la con? Parce que j'étais chômeur depuis 3 ans. J'avais plus d'allocation depuis 1 an. Je vivais avec l'aumône de la mairie. 42 francs par jour pour ma petite fille et moi. Ça peut me foutre. Il y a des dialogues absolument percutants et touchants, où Pierre Richard dit pourquoi il a fait ça, parce qu'il en avait marre de vivre à 42 francs par jour pour lui et sa fille, parce que ça fait 3 ans qu'il est au chômage depuis qu'il a perdu sa femme. J'ai fait ce coup à la con parce que j'en pouvais plus. Alors écoutez-moi bien. Si les flics m'arrêtent, je vous enfonce, je vous charge au maximum. Je sais que c'est dégueulasse, mais je le ferai quand même parce que la seule chose qui compte pour moi, c'est ma petite fille. C'est hyper touchant. J'y pense, ça me fait quelque chose. C'est pas innocent tout ça, bien sûr. Non, c'est pas innocent. Le problème qui m'intéresse le plus, en fait, dans le film, moi, c'est la solitude. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de gens seuls, en fait. Et puis, particulièrement Lucas, qui, après 5 ans de solitude en prison, se retrouve de nouveau seul dans le civil, si j'ose dire. Et puis, brusquement, il rencontre ces deux-là, la petite fille et Pierre. Alors, c'est vrai que tout ça, c'est un petit lit réaliste au film, qui m'aide aussi à donner de la chaleur au personnage. Ça n'est plus contraint et forcé qui fait ça, mais par amitié et aussi parce qu'il est seul et que tous les personnages dans les films de Francis Weber, dans cette trilogie-là en tout cas, sont seuls. Ils sont jamais en couple, ils n'ont jamais forcément de famille dans ces trilogies. Ils sont toujours seuls à la recherche d'un attachement dans leur vie. Le fils, par exemple, dans le deuxième. Mais ici, ça va beaucoup, beaucoup plus loin autour de cette petite fille. J'adore aussi la partie où ils sont plus ensemble, où Depardieu essaie de travailler en devenant serrurier, mais il est dans un appartement qui est complètement vide de charme, vide de meubles, parce qu'il n'a pas envie de remplir sa vie d'autre chose, parce qu'il pense à cette petite fille et il pense à Pierre Richard qui est dehors, qui dort dans la rue. Je suis fou là, toi. Excusez-moi. Qui fait les fins de marché pour trouver à manger, pour manger des restes. C'est dur, ce passage du film. Et c'est expliqué dès la sortie, encore une fois, de la prison de Depardieu, qui est seul quand il sort de prison. Personne ne va le chercher. C'est important, cette scène-là, pour montrer qu'il veut faire sa vie, mais qu'il est seul pour la faire, et c'est pas drôle de vivre sa vie tout seul. Vous feriez mieux de vous rendre, Pignon. Vous aggravez votre cas. Dites-moi où est ma fille ou je vous tue. Elle est à l'infirmerie. Regardez cette scène où Pierre Richard pointe avec son arme la policière qui garde sa fille à l'orphelinat. Son regard bleu et froid, il est prêt à tuer pour récupérer sa fille. C'est super puissant. T'es coincé, mon pote. Bouge pas. Tiens-toi tranquille. Vite! Moi, je suis très admiratif. À chaque fois que je vois ce film, je l'aime de plus en plus. Je pense que c'est celui qui vieillit le mieux des trois, en fait, à cause de ces thèmes. Non seulement ces thèmes forts autour de la petite fille, mais aussi la précarité, le chômage, le fait de ne pas avoir d'emploi. C'était vraiment quelque chose qui était déjà d'actualité dans les années 80 et qui l'est encore beaucoup plus aujourd'hui. Ça durera pas longtemps, c'est juste un intérim. Je sais pas ce que je vais foutre après, il y a de boulot nulle part. Ce film prend beaucoup de sens de nos jours, plus qu'à l'époque. Ce qui n'empêche pas de rigoler. Ça va, rien de cassé? Non, ça va, ça va. Faut regarder devant vous, mon vieux. Oui, merci, merci, merci. Pardon. Jean Carmet qui vient donner de la pâtée dans la salle où Depardieu essaye de dormir. C'est génial, et juste après, t'as la petite fille qui va lui donner un petit verre d'eau gratuitement comme ça. Tu alternes entre des passages qui sont vraiment drôles quand ils l'ont décidé, mais ils sont là juste pour rythmer un peu le film, on va dire tous les 15-20 minutes, mais avec des scènes qui à chaque fois font partie des meilleures de la trilogie. Bon, qu'est-ce qu'il faut encore ton père? Marie-Cécile! Le vétérinaire, le médecin joué par Michel Blanc qui est génial, il y a des super seconds rôles dans ce film. Toute la scène à la fin où Pierre Richard est obligé de se déguiser en femme pour passer la frontière, Marie-Cécile. Passe la tête dehors, je te dis comme ça. Ma perruque. Oh non, quel con! Quand ils ont décidé,
ce film est plus drôle que les autres. Mais il y a des plus rares occasions, ce qui fait qu'en termes de comédie faite pour faire rire, beaucoup estiment que ce troisième est le moins bon des trois. Pourquoi ils s'en vont pas, ces deux connards? Mais en termes de film, c'est un meilleur film que les deux autres. En termes d'émotion, en termes de réalisation, en termes d'écriture, il n'y a pas photo, il les vaut 10 fois. Parce qu'on se reverra souvent. J'aimerais tout le temps vous voir en Italie. On fera la fête tous les trois. Ce sera comme si on s'était jamais quittés. Tu comprends? Mais si on juge les films par le riromètre, ce qui se défend, effectivement, c'est celui qui fait moins rire en termes de nombre de fois dans le film que les autres. Il est moins rythmé en termes de gags, mais c'est voulu. Mais par contre, il est bouleversant par moments. Mais seulement quelques jours, hein. Je peux pas rester toute la vie avec vous, moi. J'ai autre chose à foutre. Bien sûr. Bien sûr. Et si c'est pas ce qu'on veut chercher dans ces films, je peux comprendre qu'on lui préfère La Chèvre ou Les Compères. Moi, j'ai dit toujours drame et comédie. Pour moi, ça part de là. Et donc, comme j'aime beaucoup ça, c'est forcément, je pense, avec le recul, celui-là mon préféré. Prenez par exemple la scène où elle s'endort quand ils sont en train de dormir dans le hangar pour la prendre sous son aile parce qu'il n'a pas ce genre de geste. Ça fait 5 ans qu'il n'a pas eu d'affection pour quelqu'un ou que quelqu'un n'a pas eu pour lui. Donc quand ils sortent de son hangar et qu'il lui prend la main pour aller chercher son père, tu comprends à partir de là qu'il se sent impliqué. Encore une fois, sans aucune ligne de dialogue. Et leur séparation, à un moment donné, où Depardieu dit « Bon, faut quand même que je m'en aille. Toi, il faut que tu te rendes. La petite, elle va être mise à l'assistance, mais c'est que pour 1 an. » Et il essaie de les convaincre que c'est pas une voie à suivre de fuir pendant des années et que c'est pas un mode de vie pour la petite. Tu ferais mieux d'aller te livrer. Une cavale, c'est l'enfer. Elle est trop petite, elle supportera pas. T'as pas de casier, t'as une bonne gueule. Tu feras 1 an maximum. Et que la petite se remet à parler en lui disant t'en vas pas parce qu'elle se sent rassurée en sa présence. Et lui aussi. On la mettra à l'assistance. Et alors? C'est pas dramatique, j'en sors bien, moi. Oui, le résultat. T'es un connard, toi. Et ce qui est génial aussi dans ce film, c'est que le duo n'est pas toujours dirigé par Depardieu. Il y a des inversions constantes de pouvoir entre les deux en fonction de ce qui leur arrive, de leurs blessures physiques ou psychologiques. Pierre Richard prend en otage Depardieu, mais Depardieu va devoir le maintenir parce qu'il se sent pas bien. Puis après, c'est Depardieu qui est blessé. Puis c'est Pierre Richard qui est dans la rue. C'est Depardieu qui va l'aider. Ils ont besoin l'un de l'autre. Dans les deux autres, c'est pas forcément le cas. Ici, ils ont un besoin humain de s'attacher. Et c'est beaucoup plus touchant. Encore une fois. Tu penses qu'il est pas coupable, hein? Et vous? Même ce policier qui essaie d'arrêter Lucas parce que ça lui ferait un joli plan de carrière de l'arrêter 2 fois, il n'est pas tout à fait convaincu de son implication dans ce casse et il n'a pas non plus de plaisir à arrêter un homme qui était désespéré et qui a fait ça parce qu'il n'avait plus le choix. Il n'y a aucun cliché en fait dans ce film. Il va dans la noirceur, il va dans le drame sans aller jusqu'à la guimauve et il fait rire. C'est l'équilibre parfait et qu'est-ce que c'était compliqué de trouver cet équilibre-là. Encore une fois, je suis très admiratif de l'écriture et de la réalisation de ce film, signé Francis Weber, l'un des plus grands qu'on ait connu. C'est tout ce que je voulais dire sur ce film, sur cette dernière collaboration, hélas, entre ces acteurs et ce réalisateur. Je pense que la prochaine fois qu'on parlera de Francis Weber, ce sera pour Le Jouet, un film qui, de mémoire, m'a beaucoup moins convaincu, mais que j'ai pas vu depuis très longtemps. Il faudra aussi que je vois son remake. Je pense qu'on se fera une session, Le Jouet, le remake et l'original, vers la rentrée. Et vous, quelle place occupent Les Fugitifs dans votre classement? Est-ce que vous préférez La Chèvre? Est-ce que vous préférez Les Compères? Quel est votre point de vue? Quelles sont les répliques qui vous viennent quand vous pensez à ce film-là et aux autres? Lâchez-vous dans les commentaires pour qu'on échange tous ensemble comme d'habitude. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, comme je le dis à chaque fois, prenez soin de vous. Ciao.